m'appelle François Renaud et j'ai la chance de travailler comme responsable pédagogique au sein de l'équipe du français des affaires à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Et la présentation que nous allons faire aujourd'hui, elle vise un peu à, comment dirais-je, nous rafraîchir les idées autour des notions de français langue étrangère, français de spécialité, français sur objectif spécifique, qui sont des notions, des approches qui sont de la même famille, mais qui ne sont pas tout à fait identiques. Et nous allons voir aujourd'hui un peu ce dont il retourne ici. On va peut-être commencer par définir ce que c'est que ces acronymes de FLE et de FOSS. Le FLE, c'est donc le français langue étrangère, le français qui est un objet d'apprentissage pour des gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Et le FOSS, c'est le français sur objectif spécifique. Et on va voir comment ça fonctionne. On va voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Certains mettent un S à objectif spécifique, d'autres pas. C'est un débat entre spécialistes et je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je veux aussi absolument faire un avertissement. Dans notre esprit, il n'y a aucune hiérarchie entre français langue étrangère, français de spécialité, français sur objectif spécifique. Le français sur objectif spécifique, le FOSS, c'est du FLE, comme disait Denis Lehmann. Je suis professeur de français langue étrangère à l'origine, et je le serai toute ma vie, ainsi que tous mes collègues. Il n'y a aucune hiérarchie entre français langue étrangère, français de spécialité, français sur objectif spécifique. On va voir juste ce qui les unit et ce qui les différencie. Dernière chose, je vous présente les sources à partir desquelles j'ai élaboré cette petite présentation, celle de Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette, qui sont un peu ceux qui ont formalisé l'introduction dans le champ de la didactique du français langue étrangère, le français sur objectif spécifique, avec leur ouvrage de 2004, le français sur objectif spécifique. L'ouvrage collectif avec Catherine Carras, avec Madame Tolas, Madame Silagui et une autre dont le nom est trop petit pour que je le voie bien sur mon écran. Désolé. Voilà, Jacqueline Tolas, Patricia Koller et Elisabeth Silagui, avec Catherine Carras, le français sur objectif spécifique et la classe de langue, un ouvrage qui intéresse ceux qui ne sont pas des spécialistes de la spécialité, mais qui sont des praticiens. Le pratique de cet ouvrage sur le français sur objectif spécifique est absolument intéressant pour tout un chacun. Et enfin, le dernier ouvrage de Florence Monland-Alice, Enseigner une langue à des fins professionnelles. Voilà, je recommande la lecture et l'étude de ces 3 ouvrages de référence pour tous ceux qui s'intéressent au français professionnel et particulièrement au français sur objectif spécifique. Bien, parlons maintenant, entrons dans le vif du sujet avec le français langue étrangère que nous pratiquons tous, que nous connaissons, et dont je vais essayer de dresser un mini portrait robot, là, très rapidement, en fonction de différents critères, tels que l'entrée, les activités langagières, etc. J'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que lorsqu'on regarde nos pratiques et ce qui se fait en français langue étrangère aujourd'hui de par le monde, on peut dire que la porte d'entrée dans le français langue étrangère, le premier élément sur lequel on s'interroge lorsqu'on envisage des enseignements ou des apprentissages en français langue étrangère, c'est le niveau de référence, et notamment le niveau du cadre européen commun de référence. Voilà.
je donne un cours de FLE dans telle ou telle école. C'est un cours de quoi? Bah, c'est un cours de B1, ou c'est un cours de C2, ou c'est un cours de A1, de débutant complet, etc. L'entrée par le niveau. Et puis, quelque chose qu'on retrouve aussi dans toutes les méthodes de FLE qu'on connaît, dans toutes les classes de FLE bien structurées, c'est un certain équilibre entre les dites 4 compétences, improprement appelées ainsi, on devrait parler des 4 activités langagières préférentielles en FLE, à savoir la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Et voilà, on va retrouver ces 4 éléments dans tous les cours de FLE dignes de ce nom, dans toutes les leçons des méthodes de FLE classiques qu'on connaît et qu'on utilise avec fruit aujourd'hui. On envisage en FLE un français général qui correspond à l'usage qu'on en fait dans les domaines de communication personnelle, dans les domaines de communication publique, voilà, dans la vie de tous les jours. Et bien entendu, si on parle du français dans son entièreté, on parle de la grammaire française dans son entièreté, dont on va progressivement, du début jusqu'à la fin du parcours, explorer tous les points qui la constituent. Et on va bien sûr aborder un lexique généraliste, un lexique du quotidien, et vraiment qui part tous azimuts, qui va aussi bien parler de culture que d'agriculture, avec plus ou moins de profondeur, évidemment, puisque il s'agit d'envisager un peu tout, donc on ne peut pas aller très profondément dans les choses. Les ressources existantes, elles sont en FLE aujourd'hui surabondantes. On a une multitude de méthodes proposées par tous les éditeurs, en France et ailleurs. On a sur Internet une masse absolument phénoménale de ressources, et le défi aujourd'hui, c'est plus de trouver de la ressource, c'est plutôt de la sélectionner. Enfin, je terminerai avec cette idée d'horizon. Qu'est-ce que j'appelle horizon? C'est le fait que c'est l'idée idéale qu'on se fait d'un apprenant à l'issue, à la toute fin de son parcours. L'horizon d'un apprenant de FLE, c'est, à mon avis, dans sa représentation et dans la représentation des formateurs, c'est le bilinguisme. Ce qu'on rêverait de faire de tout apprenant de FLE, c'est un locuteur bilingue. Si maintenant on regarde les mêmes entrées pour le français professionnel, et je regroupe dans le français professionnel ce que j'appelle le français de spécialité et ce que j'appelle le français sur objectif spécifique, on va voir juste après ce dont il retourne. Eh bien, en français professionnel, ce qui est premier, ce qu'on va regarder en premier, c'est la tâche professionnelle, la tâche de communication professionnelle qu'on veut que notre apprenant soit capable de faire, de réaliser, de mener à bien. Et partant, les activités langagières que l'on va travailler en cours ne sont pas nécessairement la compréhension ou l'interaction ou la médiation ou la production. Ce n'est pas forcément l'écrit, ce n'est pas forcément l'oral, ce sont les activités langagières dont notre apprenant a besoin, que notre apprenant a besoin d'utiliser pour réaliser la tâche professionnelle qu'on se fixe comme objectif de nos enseignements. On a l'exemple d'un collègue marocain qui a fait son dossier d'IFOS sur des personnes qui travaillent dans le BTP, au Maroc. Et tout le programme de formation qu'il leur a proposé, c'est un programme à l'écrit. Parce que toute la communication orale se fait dans la langue locale, en l'occurrence l'arabe dialectal marocain. Donc on le voit en français professionnel, on ne va pas rechercher nécessairement à travailler l'oral et l'écrit, la compréhension et la production ou l'interaction. On va travailler les activités dont on a besoin pour réaliser la tâche professionnelle qu'on se propose comme objectif. On sera bien entendu dans des domaines de communication professionnelle ou éducationnelle si on parle de français sur objectif universitaire, par exemple.
Et bien entendu, puisqu'on a affaire non pas à tout le français, mais à du français spécifique à certaines situations de communication professionnelle, on va travailler certains points de grammaire, ceux qui sont utiles à la réalisation de la tâche qu'on s'est fixée comme objectif, le lexique nécessaire à la réalisation de la tâche qu'on s'est fixée, donc un lexique et une grammaire sélectionnés et présentés en contexte de communication professionnelle. Les méthodes en français professionnel, elles sont beaucoup plus rares qu'en FLE. En français de spécialité, un peu moins qu'en FOSS, évidemment. Il existe moins de ressources. Le travail de création par le formateur est beaucoup plus important, c'est évident. Mais il existe quand même de plus en plus de ressources, et notamment celles qui sont mises à votre disposition par le français des affaires. Enfin, si je parle d'horizon professionnel, en français professionnel, ce n'est plus le bilinguisme, ce n'est pas la maîtrise de toute la langue française, c'est l'efficacité professionnelle. C'est la capacité à réaliser sa tâche en tant que professionnel avec le français comme outil, comme moyen de réaliser ce qu'on a à faire dans son métier. Voilà. Je vous donne un exemple de ce qui est différent et pas si différent entre français langue étrangère et français professionnel. Je prends cet exemple à mon responsable Alexandre Hall, qui a bien voulu me le prêter, pour illustrer cette différence-ressemblance entre français langue étrangère à gauche, français professionnel à droite. Vous voyez que le français professionnel, c'est du français langue étrangère en situation, en contexte professionnel. Là où en FLE, on va naturellement travailler les salutations, la présentation de soi-même. On va aussi le faire en français professionnel, par exemple ici en français du tourisme, mais immédiatement en contexte professionnel. Et il s'agira plus simplement de saluer un copain, le professeur, ou bien un camarade de classe, mais immédiatement un client qui arrive à l'hôtel, un visiteur qui se présente à l'accueil du musée, par exemple. Lorsqu'on va s'orienter en ville, en français langue étrangère, avec ces fameux plans de ville qu'on connaît tous, avec la boulangerie, l'église, le kiosque à journaux et la supérette, si on est en français du tourisme et qu'on travaille les mêmes outils d'orientation en ville, à droite, à gauche, au bout de la rue, tout droit, etc., on va le travailler en contexte et on va travailler dans la ville où nos apprenants se trouvent et qu'ils auront demain à présenter en tant que professionnels du tourisme à des visiteurs francophones. Voilà, je passe rapidement sur les autres exemples pour m'approcher de ce que nous proposons pour différencier le français de spécialité d'une part, le français sur objectif spécifique précisément d'autre part. Ici, c'est toujours des exemples que me propose Alexandre Hall. Voici différents projets liés au français de spécialité, différentes demandes liées au français sur objectif spécifique. Dans le premier cas, par exemple, le premier projet, il s'agit d'une faculté d'économie dans une université qui souhaite rendre obligatoire des cours de français pour des étudiants de bachelor et à l'issue de leur parcours universitaire, c'est-à-dire à l'issue de leurs 3 années de formation, les étudiants devront savoir se présenter sur un salon professionnel, accueillir un partenaire francophone, présenter leur entreprise, présenter les produits de leur entreprise. Voilà le type de programme qu'on trouve en français de spécialité. Des citations très transversales qui peuvent intéresser de futurs professionnels dans le domaine des affaires, sans qu'on sache encore très précisément aujourd'hui quel métier à proprement parler ils vont effectuer. On va s'intéresser à des situations transversales propres aux échanges professionnels dans le monde des affaires. Alors que si on regarde la demande numéro 1 à droite, celle d'une compaxie
qui souhaite former 10 chauffeurs pour les rendre capables de prendre en charge des touristes francophones, par exemple dans le cadre d'un événement type congrès, type Jeux olympiques, type grand événement de ce genre. Là, on s'aperçoit qu'il va s'agir de former très rapidement des professionnels en activité sur quelques situations privilégiées, bien identifiées, leur fournir quelques outils bien sélectionnés qui leur permettront de faire leur travail avec des clients francophones. Il ne s'agit pas d'en faire des locuteurs bilingues. On est d'accord. Donc, le tableau suivant nous donne un aperçu de ces différences entre français de spécialité d'une part, français sur objectif spécifique d'autre part. Je vois que le temps tourne, je devrais déjà avoir terminé. En français de spécialité, on a affaire souvent à de la formation initiale, typiquement les universités, les écoles de langue, etc. On est dans une logique de l'offre. L'institution propose un cours qu'elle a préétabli, qu'elle a préformaté, en tenant compte de la moyenne des besoins du public auquel elle s'adresse, dans un domaine assez vaste, celui des affaires, celui du tourisme, celui de la santé, par exemple. Et elle va viser à équiper les apprenants des moyens langagiers de faire face à un nombre limité et présélectionné de situations de communication transversales. On a affaire à des parcours qui sont plutôt longs, qui s'inscrivent dans la longue durée en général et qui s'imposent aux apprenants. Tandis qu'en français, sur objectif spécifique, on est dans une logique de la demande. On répond à la demande d'une entreprise ou d'un professionnel qui a des besoins précis dans des situations qu'on peut identifier précisément et pour lesquelles on va équiper nos apprenants, des moyens langagiers, des mots, des phrases, des structures discursives dont ils ont besoin pour réaliser un nombre limité, circonscrit de savoir-faire langagier dans des situations professionnelles bien établies. Le matériel n'existe pas, a priori, il faudra le créer, le fabriquer soi-même, afin de rester toujours au plus près des situations professionnelles de nos apprenants. On est là dans des parcours courts, des parcours qui se font généralement en urgence et qui vont s'organiser en fonction des disponibilités des apprenants. Elle n'est pas la même quand on est un professionnel en activité que quand on est un étudiant à l'université. Voilà pour cette différence. Je voulais conclure maintenant en faisant un petit rappel de ce que l'approche française sur objectif spécifique a apporté aux Français professionnels en général, probablement à la didactique des langues en particulier, à la didactique des langues également, la didactique du français langue étrangère notamment, à travers la centration, la recentration sur les besoins des apprenants, mais au sens de besoins véritables, je dirais, en communication immédiate. En français professionnel, la centration sur les besoins, elle est évidemment première et dernière. C'est l'alpha et l'oméga de la démarche d'enseignement-apprentissage sous-tendue en français professionnel. Un autre élément vraiment important de la démarche spécifiquement fausse pour le français professionnel en général, c'est l'identification des ressources, le travail sur les données, sur la collecte de données. Mais la collecte de données, pas seulement les documents authentiques, on en reparlera je pense dans un webinaire à venir, c'est aussi toutes les personnes ressources, tous les professionnels en activité, tous les collègues formateurs de spécialités dans les universités où on exerce, toutes ces personnes qui peuvent nous apporter des informations de première main sur l'authenticité des situations d'apprentissage qu'on propose, sur la valeur du discours qu'on essaye d'enseigner à nos apprenants. Un élément très important également apporté ou remis à l'honneur par l'approche fausse, c'est l'authenticité. Alors, l'authenticité dans les situations d'apprentissage et l'authenticité des supports d'apprentissage, ça veut dire que lorsqu'on enseigne le français professionnel, on essaye de mettre nos apprenants dans un bain professionnel
et d'observer nos apprenants dans ce bain professionnel tout au long du cours, tout au long de la formation. Les situations d'apprentissage recréent, dans toute la mesure du possible, des situations de communication professionnelle. Les supports qu'on utilise sont, dans toute la mesure du possible, des supports que nos professionnels, futurs professionnels, utilisent effectivement dans la vie, dans leur métier. Enfin, dernier élément, même si le FOSS n'a pas inventé l'approche actionnelle, évidemment, on peut dire qu'il lui donne toutes ses lettres de noblesse, toute sa raison d'être. L'apprentissage et l'évaluation par la tâche, qui sont, à mon avis, consubstantielles au français professionnel, c'est la quintessence de l'approche actionnelle. Donc, l'approche actionnelle, c'est l'approche la mieux adaptée probablement aujourd'hui à l'enseignement d'un français professionnel. Voilà, j'en termine ici avec de 5 minutes de retard. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre patience aussi, et puis je m'apprête à répondre à toutes vos questions maintenant. Merci à toutes et à tous. Merci François, je fais mon rôle de journaliste. Merci beaucoup pour cette présentation que je pense tout le monde a trouvé très très claire. Nous avons déjà une première question de la part d'Idriss et comme promis, je la relaye. Alors, tu as évoqué la sélection des activités langagières ou des points de grammaire contextualisés qui correspondraient aux besoins des apprenants. Idriss pose cette question comment faire parler au passé des étudiants, des apprenants qui ne maîtrisent pas encore le présent. Peut-on directement aborder le passé avec des étudiants de français, en français pro, si les besoins sont là? Oui, alors je ferai une réponse évidemment un peu caricaturale afin de marquer le trait. Mais voilà, je dirais que si notre apprenant a besoin de s'exprimer en utilisant les temps du passé et que il n'a pas besoin du présent parce qu'il n'aura pas à s'exprimer au présent, alors oui, on va directement travailler les temps du passé avant même d'avoir vu les temps du présent. Je ne sais pas si cette situation, elle est très réaliste. Mais dans un cas d'école où nos apprenants auraient besoin uniquement de s'exprimer au passé, je ne vois pas pourquoi on perdrait du temps à leur enseigner le présent s'ils n'en ont pas besoin. Ce qu'on va enseigner en français professionnel, a priori, c'est quelque chose qui est exclusivement utile. Surtout si, j'imagine pour préciser ta réponse, si on a besoin d'un temps en particulier ou de travailler à une personne en particulier, on n'est pas obligé d'avoir toutes les personnes du présent, on peut aussi se contenter du j'ai qui permet, ou du je suis qui permettra le passé composé aussi, par exemple. Oui, en français professionnel, on est peut-être plus encore qu'en FLE soumis à des contraintes d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut maximiser ce qu'on va apprendre euh, en moins de temps possible. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps de cours, c'est de l'investissement sonnant et trébuchant. Et celui qui paye la formation, il veut avoir le maximum d'acquisition en un minimum de temps. C'est pour ça qu'on va sélectionner les éléments de français qu'on va enseigner à partir d'une analyse des situations de communication auxquelles on doit préparer nos apprenants pour enseigner tout ce qui est utile et seulement ce qui est utile pour réaliser les tâches de communication professionnelle qu'on s'est fixées comme objectif. Ok, merci François et merci Idriss pour cette question pas facile. Alors, on enchaîne sur des questions là qui vont être peut-être un peu plus concrètes. En tout cas, il y en a déjà deux ou trois qui se recoupent. Première question de Sébastien. On m'a demandé de faire un cours particulier, mais je ne connais pas le domaine que je vais enseigner. En l'occurrence, c'est le labo pharmaceutique. Donc, j'imagine qu'on va former en français les personnels d'un labo pharmaceutique. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne connais pas du tout ce domaine, nous demande Sébastien. Et ça va poser la question peut-être des ressources ou comment trouver les ressources, qui sont les questions suivantes.
Oui, d'accord. Et je pense que mes collègues qui interviendront à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi prochain, sur les prochains épisodes de cette série, apporteront aussi Oui. leur lot de réponses plus détaillées que les miennes aujourd'hui. Lorsque on se retrouve à devoir préparer une formation en français dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, on va avoir nécessairement un gros travail d'enquête à réaliser pour avoir une idée assez précise des situations de communication auxquelles nos apprenants vont devoir faire face lorsqu'ils seront en situation professionnelle. En l'occurrence ici, si on travaille avec des laborantins, il va falloir connaître ce que deux laborantins qui se... Lorsqu'un laborantin croise un autre laborantin, qu'est-ce qu'il se raconte? Voilà, il faut savoir ce dont il parle. Et on va obtenir ces informations où cela, eh bien, auprès des laborantins qu'on va devoir former peut-être, ou de leur chef, de ceux qui les envoient en formation. On va trouver cette information sur Internet. On va trouver beaucoup d'informations sur Internet qu'on devra ensuite revérifier auprès d'un professionnel du domaine. Et le professionnel du domaine, c'est peut-être notre futur public avec qui on va s'entretenir préalablement. L'idée est d'avoir une image la plus précise possible des situations de communication auxquelles nos apprenants vont être confrontés et pour lesquelles ils doivent être outillés. Ça renvoie pas seulement à du lexique spécialisé, ça renvoie beaucoup à des structures grammaticales qui permettent de donner des instructions, comprendre une instruction, donner un avertissement ou bien expliquer un processus. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas, moi je ne suis pas du tout spécialiste non plus des laboratoires pharmaceutiques, mais on ne pourra pas faire l'économie de se faire une idée assez précise de ce que c'est que la communication écrite ou orale, ou les deux, quelles interactions, quelles productions, quelles activités de réception sont nécessaires dans le quotidien professionnel d'un laborantin qui veut faire son métier en français. Alors, précision de Sébastien, ce ne sont pas des laborantins que je vais former, mais des personnes haut placées, peut-être responsables, cadres, etc. Je pense que ça ne change pas le fond de la réponse, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser aux tâches qu'ils auront à réaliser en français. Et Absolument. étudier leurs besoins au plus près. Et ça me fait penser qu'il ne faut pas être prisonnier des appellations. Après tout, ce qui compte, c'est de s'adapter au public. Et il se peut très bien que les cadres dont parle notre collègue ici soient des cadres de santé, mais que la communication à laquelle ils doivent être préparés en français relève plus du français des affaires, par exemple, que du français de la santé précisément. Peu importe, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce que les apprenants veulent pouvoir dire en français. Ok, merci François. J'espère Sébastien que vous avez un peu plus de pistes. Et comme le disait François, Enquête. d'autres webinaires dans cette série vont vous donner aussi des clés sur comment chercher les ressources, etc. Question de Judy maintenant. Je dois faire une formation en français pour 4 ingénieurs et j'ai du mal à trouver des documents de leurs entreprises. Est-ce qu'il y a des manuels ou des sites? Ça rejoint un petit peu la question comment trouver du matériel authentique. Là, je crois qu'on a un webinaire prochainement dédié à cette question-là, non? Si ce n'est pas le prochain, c'est celui d'après, je crois. Voilà. Mais déjà, tu peux donner juste une petite piste, un avant-goût? Bon, chaque situation est particulière. On n'a pas toujours accès effectivement à la documentation des entreprises dont viennent nos apprenants. Il y a parfois des considérations de secret professionnel, etc. Et donc, on va rechercher ailleurs, sur Internet, je pense, via des connaissances de gens qui travaillent dans le domaine, etc. On va chercher ailleurs des documents qui ressemblent peut-être à ce qui se fait dans l'entreprise.
on va éventuellement présenter ces documents aux personnes de l'entreprise en disant est-ce que c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous faites? Et puis, n'oublions pas qu'on a un travail d'analyse du discours à faire aussi. Le document authentique, il n'a pas de valeur parce qu'il est authentiquement de l'entreprise X ou de l'entreprise Y. Il a de la valeur parce qu'il est en quelque sorte un représentant fidèle du modèle type de document auquel il se rapporte. Je prends par exemple, imaginez un courriel, le courriel de réclamation. Je prends un exemple volontairement très très simple. Imaginons courriel de réclamation. Vous n'avez pas besoin d'avoir un exemple de courriel de réclamation ou de réponse à un courriel de réclamation venant de l'entreprise Tartampion auprès de laquelle vous intervenez pour enseigner à des gens de cette entreprise les moyens langagiers de comprendre et répondre à une réclamation. Parce qu'une lettre de réclamation, dans toutes les entreprises, elle se traite plus ou moins de la même manière. Une lettre de réclamation, dans toutes les entreprises, elle a plus ou moins la même forme. On retrouvera des formules qui sont les mêmes, on aura une structuration discursive qui est la même, et c'est à partir de cette analyse de discours et donc de la détermination d'un certain nombre d'éléments communs à tous les représentants d'un même type, d'un même genre de discours, d'un même type de document, c'est à travers l'analyse qu'on va dégager pour nos apprenants une ou deux formules types qui fonctionnent dans la majorité des cas, une ou deux structures grammaticales nécessaires pour relater des faits, présenter une explication, ce genre de choses, et un nombre limité de lexiques nouveaux dont ils ont besoin dans la plupart des circonstances, la plupart des situations. Donc l'analyse du discours, elle sert à établir des règles générales, des règles moyennes, et rendre nos apprenants capables de produire à leur tour, en tenant compte de leur propre situation qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on ne peut pas prévoir d'avance, un minimum d'outils qui leur permettent de, dans leur propre contexte, répondre à la situation qui s'impose à eux. Merci François, et c'était, sans divulgacher quoi que ce soit, une belle introduction au prochain webinaire qui aura lieu dans 15 jours, qui sera animé par notre collègue Meryl, sur justement la recherche de documents. Question suivante, qui rejoint un petit peu cette thématique, question d'Eléa. Bonjour cher François, ça c'est moi qui rajoute. Je vais enseigner pour la première fois en école de commerce. Est-ce que vous pouvez recommander un bon manuel pour ce type de public, un manuel qu'on pourrait suivre comme en FLE général? Donc là encore, je pense que ça pas la peine de rentrer trop dans le détail, mais oui. une petite, alors, si vous enseignez dans une école de commerce le français des affaires, vous avez beaucoup de chance parce que c'est dans ce domaine que vous avez la plus large offre de matériel pédagogique et notamment de méthodes. Je ne vais pas citer de noms parce que si j'en cite un, il faut que je cite tous. On a des accords très stricts avec les éditeurs. C'est une blague. On fait ce qu'on veut, mais voilà, je préfère ne pas faire de publicité à l'un plutôt qu'à l'autre parce qu'il existe des méthodes de bonne qualité chez différents éditeurs, notamment les éditeurs français. Vous trouverez des informations peut-être plus précises sur les bibliographies qu'on propose sur notre site, en français des affaires, puis dans d'autres domaines professionnels également. Et je ne doute pas que vous trouverez ce qui fonctionnera bien pour vous. À vous de voir ce qui correspond le mieux aux attentes de vos apprenants, à leurs habitudes d'apprentissage, et puis à vos propres pratiques. Vous serez plutôt sur de l'actionnel ou sur du plus classique, à vous de voir. Il y a des méthodes qui ont différentes approches. merci François, ça répond. Je mettrai le lien, Eléa, juste après, vers les cytographies qu'indiquait François. On a une question effectivement de call number 4. Bonjour, je ne parle pas bien français, je voudrais apprendre la langue française dans des domaines spécifiques. Oui, effectivement, ici, vous êtes sur une classe destinée à des professeurs ou des enseignants ou des formateurs de français. C'est pas une classe dédiée aux étudiants.
Désolé, c'est bien une présentation pour les professeurs. Si vous souhaitez nous contacter pour connaître peut-être des institutions qui enseignent le français, n'hésitez pas à nous contacter. Sur notre site internet, lefrançaisdesaffaires.fr, vous aurez un contact, lefrançaisdesaffaires.fr. Y a-t-il d'autres questions? Ou alors François a-t-il été si exhaustif que ça? Oui, une autre question. François, écoute bien. Écoute. Et oui, j'écoute attentivement. Si on ne parle pas de bilinguisme en français pro, comment formuler le degré d'acquisition d'efficacité et le faire valoir dans le cas d'une mobilité professionnelle? Je crois que ça pose la question du... Pardon, c'était ça, la question est terminée? Oui, c'était ça. Ok. Je crois que tu l'avais compris. Bon. On pourrait organiser un nouveau webinaire pour répondre juste à cette question, parce que ça renvoie, à mon avis, à la question du cadre européen, de la référence d'un enseignement en français professionnel par rapport au cadre européen commun de référence pour les langues, au niveau de langue. Je crois que ce lien entre niveau de langue CECR et cours de français professionnel, il est très, très incertain, très flou, très vague, pas du tout systématique. Et la question qui était posée sur le degré d'acquisition, c'est très difficile de dire que pour être capable d'exercer tel ou tel métier, il faut tel ou tel niveau de langue. En vérité, dans certaines situations, on a besoin de maîtriser une structure qui, dans le monde du FLE en général, sera travaillée au niveau, par exemple, B1. Or, on a affaire à des apprenants qui sont plutôt débutants. Eh bien, on sera obligé de voir avec eux cette structure habituellement vue au niveau B1 pour les rendre capables d'agir dans la situation de communication qu'on s'est fixé comme objectif. Et notre cours, qui est généralement de niveau A1, pourra contenir à certains moments des éléments qui sont d'un niveau bien plus élevé. Bah oui, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est pas le niveau. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à faire. Et en conséquence, le lien, comme je disais, entre niveau de langue et niveau de performance en français professionnel, il n'est pas toujours évident à faire. Bien entendu, on est dans un monde qui fonctionne en termes de niveau. On a des prescripteurs, on a des institutions qui ont enfin compris ce que c'était que les niveaux de langue, cadre européen, etc. Et on est obligé d'entrer un peu dans ces échelles de niveau. C'est pour ça que les diplômes qu'on propose en français professionnel sont indexés sur des niveaux du cadre européen. Mais le fait est qu'ils évaluent du français de spécialité, pour lesquels on peut, avec un assez bon degré de précision, attribuer un niveau CECR à un certain nombre de situations ou de réalisations langagières. Maintenant, ce n'est pas absolument systématique, ça n'a pas à l'être non plus. Et si c'est vrai, sans doute assez vrai pour du français de spécialité, ça l'est beaucoup moins sur du français sur des titres spécifiques, sur des situations d'enseignement en français sur des titres spécifiques. Bah, j'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Alban? Au contraire, donc ça m'a l'air bien. Avez-vous d'autres questions? Je regarde, je vérifie. Non, je vous remercie, mais pas d'autres questions. Allez, on vous laisse une petite minute pour en trouver une, et si dans une minute, vous n'en avez pas. Tu sais, Alban, on est déjà à 40 minutes là. Hein. Oui, bah donc on peut s'arrêter, hein. Moi, je Mais pense. peut-être que là, ça fausse fort, et nos invités cherchent une question de haut niveau. C'est pas un concours non plus. Bon, non, mais on va s'arrêter là.
nos Merci. collègues prochains webinaires. Oui, voilà. Alors justement, je passe sur la dernière diapo, si j'y arrive. Ouais. Voilà. Prochain rendez-vous du Français des Affaires. C'est notre collègue Madame Dominique Frein qui vous présentera dans cette même salle. À chaque situation, son bagage de langue. Mardi prochain, mardi 31 mars à 16 h, heure de Paris. Voilà, vous aurez un lien direct pour vous connecter également. Ce ne sera pas le même lien, mais ce sera un lien similaire. Voilà. J'ai bien entendu enregistré, je réponds à la question, j'ai bien enregistré la passation, je pourrai arrêter l'enregistrement et cette présentation par François, ainsi que les réponses aux questions jusqu'à ici, seront disponibles en rediffusion à tout moment, par tout le monde. Vous pourrez partager largement sur tous les réseaux sociaux, à vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins, etc. Je suis sûr que tout le monde sera conquis. Merci et à bientôt. Merci à toutes et à tous et prenez soin de vous. À Prenez soin de vous. bientôt. Merci chez vous.